votre juridiction doit permettre à ce qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême. C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, Monsieur le Président. Est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protectrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ou de la valorisation de l'insécurité juridique? Ce sont des questions qu'on pose. Nous ne pensons pas, Monsieur le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, Monsieur le Président, et qui, de notre point de vue, est composé d'éminents magistrats, Monsieur le Président, parce que nous savons que le choix porté sur vous trois pour présider cette juridiction, Monsieur le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances du droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez été choisi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les débats, vous les menez de manière sereine et responsable. Je ne crois pas, et je refuse, Monsieur le Président, de croire que vous, votre juridiction, fera la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi? Parce que la Cour suprême de notre pays, Monsieur le Président, est juge de droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit raffiné, Monsieur le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous procédez, Monsieur le Président, à une requalification des faits, ce que j'ose espérer qu'il ne va jamais arriver, Monsieur le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple de Guinée. Il est important pour le peuple de Guinée. Et je comprends, Monsieur le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites, parce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, au moment de fait, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Ces événements malheureux. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu que nos tribunaux, bien entendu, jugent ce contentieux-là. Si on voulait que ces contentieux soient réglés sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. Mais, Monsieur le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des parties. Le principe du contradictoire, ce sont les principes universels, Monsieur le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, nous savons, Monsieur le Président, sur cette question-là, compter sur votre sens de responsabilité en jugeant les faits tels qu'ils sont prévus. Monsieur le Président, en se fondant donc sur l'autorité de la chose jugée et une décision qui a acquis la force de chose jugée irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécevabilité tirée de l'autorité de la force de chose jugée irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis force de se juger irrévocable. Je ne crois pas. Monsieur le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là, et nous y croyons. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui régissent, bien entendu, ce procès et tant d'autres procédures, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir, cette fois-ci, faire application des dispositions de l'article 5
du code pénal de 2016 qui dispose ce qui suit, Monsieur le Président. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Monsieur le Président, pourquoi nous relevons cette disposition? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fait la preuve de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le prétoire, Monsieur le Président. Nous sommes des plaideurs, nous plaidons. Mais à vous de décider, parce que cette mission de juger des personnes ou de dire le droit est confiée à votre juridiction. Tout à l'heure, nous posons le principe de la légalité des délits de peine, qui est un principe, Monsieur le Président, à valeur constitutionnelle. Parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité des délits et des peines. L'article 12 également de la Charte de la transition prévoit ce principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi nous le relevons? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, la Guinée avait un code pénal qui réprimait les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toute autre infraction prévue pour lesquelles nos clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guinée était-elle membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission des faits? Ça, c'est une réalité, existait. Mais la question qui va se poser, Monsieur le Président, et c'est un véritable problème de droit qui se pose, et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision, peut-être la meilleure, qui pourra éventuellement être enseignée dans nos tribunaux. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement sans l'adoption d'une norme interne ou de manière directe, indirecte. Je veux dire ceci, pour être plus clair, Monsieur le Président. Est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes, ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale au moment des faits, mais le code pénal guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son code pénal? C'est le problème de droit. Ou bien, la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ses citoyens? À titre de comparaison, Monsieur le Président, quand vous prenez par exemple le traité de Luanda, qui a une particularité, Monsieur le Président, des conventions internationales ou des traités internationaux directement sans l'adoption d'une norme interne ou de manière directe, indirecte. Je veux dire ceci, pour être plus clair, Monsieur le Président. Est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes, ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale au moment des faits, mais le code pénal guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son code pénal? C'est le problème de droit. Ou bien, la Guinée va-t-elle
effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ces citoyens. À titre de comparaison, Monsieur le Président, quand vous prenez par exemple le traité de l'OHADA, qui a une particularité, Monsieur le Président. Ce traité, il est dit, je crois à l'article 10 du traité, que les actes uniformes de l'OHADA sont d'application immédiate sur le territoire de l'État partie, sans qu'il y ait besoin que l'État partie adopte des textes internes pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de l'OHADA au journal officiel de l'OHADA, effectivement, suffisent pour que le texte trouve application dans l'État partie. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Cette question est réglée, Monsieur le Président, dans les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de l'OHADA, Monsieur le Président. L'article 10 du traité de l'OHADA prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes-là sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de l'OHADA. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner, Monsieur le Président, en toute sérénité, dans le secret de votre délibération, est-ce qu'une disposition, et il y a une seule disposition du statut de Rome qui prévoit une telle disposition, qui prévoit l'application immédiate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales, sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas, dans mes richesses, peut-être que je peux me tromper, n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle la Guinée, Monsieur le Président, et c'est le sens même du raisonnement de la Cour suprême, Monsieur le Président. C'est pour dire, en ce moment-là, la Guinée n'avait pas internalisé les infractions de crimes contre l'humanité et autres dans notre arsenal répressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016. Mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ça c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient, Monsieur le Président, les incriminations sont des lois de fond. Sont des lois de fond. Si les faits avaient été commis à un moment où les crimes contre l'humanité avaient été internalisés, Monsieur le Président, il est clair qu'en ce moment-là, on pouvait faire application de ce texte-là. Pourquoi je le relève, Monsieur le Président, et c'est le dernier partie de mes propos, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public, qui s'est borné simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certaines parties civiles, en réalité, il n'y a pas de démonstration juridique, parce qu'il ne fait même pas 2 pages, sur la question de la demande de requalification. On a l'impression que le parquet pense que c'est acquis. C'est un débat, parce que nous défendons des gens pour leur liberté. La question, c'est que les textes qui sont visés par le parquet, Monsieur le Président, si vous remarquez très bien, ce sont les dispositions du Code pénal actuel qui répriment ces infractions-là. Mais d'accord, ça veut dire que le parquet veut qu'on applique les dispositions du Code pénal de 2016 aux faits qui ont été commis depuis 2009. Je pense que si le tribunal le fait, ça sera un précédent dangereux. Et je ne souhaite pas que vous le fassiez, Monsieur le Président. Sur cette question, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer d'une part irrecevable la réquisition du ministère public et si par extraordinaire, Monsieur le Président, vous passez outre, je vous prie de bien vouloir